Bonjour, bienvenue dans ce 27e numéro de Mahogany, le magazine du bien vieillir en Martinique. Nous restons dans la thématique que nous avons abordée il y a déjà plusieurs semaines, à savoir l'hébergement des personnes âgées. Et après le maintien à domicile, après l'hébergement en EHPAD, nous recevons aujourd'hui deux invités qui vont nous entretenir d'autres formes d'hébergement pour les personnes âgées, adaptées avec des modalités d'adaptation aux différentes pathologies ou pertes de mobilité des personnes âgées. Nous avons avec nous sur le plateau Monsieur Alain Mounouchi. Bonjour Monsieur Mounouchi. Bonjour. Directeur de la CIMAR, une société, une institution importante, majeure à la Martinique. On va en parler dans quelques instants. Et également Madame Emma Lebeau. Bonjour Madame Lebeau. Bonjour. Qui est conseillère municipale à Fort-de-France et en charge donc des questions relatives aux personnes âgées. Donc, on sait que nous avons à la Martinique une population vieillissante, même rapidement vieillissante, avec pour caractéristique parfois une perte progressive de mobilité, voire une perte totale d'autonomie qui amène à la dépendance. Certaines pathologies qui peuvent modifier les comportements, modifier les habitudes de vie. Une population qui aujourd'hui a des revenus relativement faibles, pas un fort pouvoir d'achat, ce qui entraîne parfois une certaine précarité sociale et un habitat qui peut se dégrader ou qu'on n'a pas forcément les moyens d'entretenir. À ces différentes caractéristiques s'ajoute petit à petit, et ce sont des conditions qui sont liées à l'évolution de notre société, sans doute un sentiment d'isolement et de retrait par rapport à la vie sociale. Les caractéristiques et les modes d'hébergement que nous allons voir aujourd'hui prennent en considération un certain nombre de ces difficultés liées à l'avancement en âge. Nous allons voir le cas de l'adaptation de la CIMAR à ce vieillissement de la population martiniquaise et plus particulièrement de ses résidents, de ses locataires. Également, nous verrons avec Madame Lebeau comment la ville de Fort-de-France, qui est très active en termes d'animation de la vie et d'action en direction des personnes âgées, comment la ville de Fort-de-France répond et prépare l'avenir de ses concitoyens. Alors, tout d'abord, Madame Lebeau, bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez pour cadrer un peu le sujet, nous dire quelles sont les grandes lignes de la politique de la ville de Fort-de-France en termes d'accueil, d'hébergement des personnes âgées? La ville de Fort-de-France est consciente que sa population vieillit, puisque, comme je le disais tout à l'heure, en 2030, on aura 30% de la population au-dessus de 60 ans. Donc, bien évidemment, on s'est penché là-dessus et on a établi un schéma gérontologique qui permette de tenir compte. De tenir compte du recensement fait, puisque aujourd'hui, on compte quand même 2523 personnes âgées. Donc, sur le territoire de la ville de Fort-de-France. Oui. Donc, on avait fait un premier plan qui normalement partait de 2009 à 2013. Et maintenant, après avoir tout labouré et tout, on est maintenant en train de préparer, faire surtout un recensement du foncier que nous avons, qui permettrait justement de construire des maisons, des résidences pour les seniors.
parce qu'il existe déjà à Fort-de-France, parce que c'est pas d'aujourd'hui quand même qu'on se penche sur le problème des personnes âgées. C'est une préoccupation de longue date. Puisque depuis Césaire, il y a eu l'association des personnes âgées de la ville avec 19 clubs, et on a créé aussi l'Aïeul Grand Moun, qui se trouve à Châteauboeuf, où des personnes retraitées ont pu quand même quitter leur domicile et se retrouver. Donc, il nous faut de plus en plus on a une politique sur plus long terme, de façon à adapter, si on veut, les habitats en fonction du vieillissement de vos concitoyens. Oui, on a déjà quand même fait une chose déjà pour les personnes handicapées, puisque le problème de l'accessibilité, on l'a vu, puisque on a quand même des itinéraires qui sont prévus. Ça, je vais laisser ça à celle qui est chargée du handicap d'en parler, mais n'empêche qu'on s'y est... Vous êtes penché sur le problème? On s'est penché sur le problème, mais là maintenant, c'est de voir comment on peut améliorer l'habitat de certaines personnes qui sont de revenus modestes, comme on disait, de façon à leur permettre, pour certaines, si elles veulent rester chez elles, de rester, mais quand même, si elles ont, la maison est trop grande, leur permettre quand même d'avoir un studio, ou loger, faire de l'intergénération, loger un étudiant par exemple, qui finalement passera un contrat avec cette personne et elle ne se sentirait pas seule. Et lui, le jeune, aura un petit peu l'esprit de citoyenneté, de savoir qu'il faut qu'il s'occupe. Qu'il accompagne. Enfin, il ne passera pas son temps à s'occuper d'elle, mais un contrat où il pourra quand même, il devra quand même au moins déjeuner avec elle le dimanche. En fonction de la modicité du logement. Voilà, et de ses propres occupations. Voilà. Donc effectivement, c'est une initiative qui a démarré en métropole ou dans d'autres pays. Donc nous avons reçu déjà... Vous essayez de mettre en place sur Fort-de-France. Voilà. Et nous avons reçu un promoteur qui était venu nous voir et qui parlait justement de ces maisons de seniors qui existent déjà en France. Et là-dedans, c'est vrai, ce sont des résidences qui sont faites pour des gens retraités, qui ont peut-être un handicap, certainement pour monter les escaliers. Ce sont des logements avec juste 1 ou 2 étages, avec ascenseur, mais quand même une résidence qui ne se retrouverait pas isolée, mais quand même dans le centre-ville, pour permettre à ces gens d'aller à l'épicerie, d'aller quand même au théâtre, si ça leur convient. Donc de continuer leurs activités quotidiennes. Et en même temps, dans la résidence, vous aurez quand même, si on veut, un lieu où ces personnes peuvent recevoir, un lieu commun, où elles peuvent recevoir, où on peut avoir un animateur, et même quelqu'un qui passerait pour pouvoir peut-être faire le repassage pour elles. Donc mélanger à la fois l'adaptation voilà, de l'habitat et en même temps conserver effectivement une vie sociale, un lien social dont on a eu l'occasion de voir dans Mahogany que c'était une des conditions au bon vieillissement, en bonne santé et des activités qui permettent de conserver le plus longtemps possible son autonomie. Donc on voit quand même d'ailleurs, on va regarder des images de l'action de la ville de Fort-de-France auprès de ses aînés, notamment le maire, je crois, avait participé à une opération. Nous voyons les images à l'écran là en ce moment, une opération de communication, en tout cas de remise de cadeaux à des aînés. Donc effectivement, au moment de Noël, je sais qu'il y a, je pense que c'est dans le cadre de votre schéma gérontologique, donc pas mal d'animations, d'actions donc en faveur que ça avec soit le centre communal d'action sociale de la ville. Absolument. Donc une politique très active. Oui. Nous pensons beaucoup à nos centenaires et tout. Oui, puisqu'à chaque fois, on se rend quand même chez ces personnes quand c'est leur anniversaire pour quand même passer un moment, leur offrir quelque chose. Alors, la particularité du foyer logement, donc vous avez parlé de l'Aïeul Grand Moun, quelles sont les particularités? Alors, ça s'adresse, je pense, déjà à un public encore valide, puisque à l'intérieur de la catégorie personnes âgées, mais qui malheureusement, au fur et à mesure, perte de l'autonomie, on perd un peu l'autonomie. Il y en a qui sont là, qu'on a connus sur les jambes, mais qui maintenant sont en chaise roulante. Donc alors, le foyer de logement, ça consiste en quoi? C'est différent de l'EHPAD.
C'est différent de l'EHPAD parce que, bon, l'EHPAD fait plus médical. Voilà. C'est plus médical. C'est une offre à destination des personnes déjà atteintes de pathologie. Tandis que là, ce sont vraiment des personnes elles étaient là, bon, elles avaient leur animation, elles faisaient du sport, elles avaient quand même leur salle à manger où elles mangeaient ensemble. Ou alors, bien des fois, dans leur chambre même, elles avaient de quoi se préparer quelque chose. D'accord, donc mais elles avaient des activités quand même. Donc le foyer logement, ça se rapproche d'une vie à domicile, enfin chez soi, avec quand même un certain nombre de services. Mais les gens se sentent moins seuls. Les familles sont là, les familles viennent les voir, mais finalement, elles ne sont pas isolées dans leur maison. Voilà, donc il y a la notion de lien social et de service commun. On lutte de plus en plus contre cet isolement. Tout à fait. Parce qu'il y a énormément de gens. Alors, il y a combien de places, combien de résidents dans ce foyer logement vous savez voilà. Une vingtaine, une trentaine de places. Plus une vingtaine. Plus une vingtaine. Oui. C'est pas grand le foyer de Châteauboeuf. C'est un type de programme que vous envisagez d'étendre. Voilà. Je suppose que sur la ville de Fort-de-France, il y a quand même un problème de foncier. En fonction du foncier. Mais la ville, quand même, monsieur le directeur de la CIMAR pour en parler, la ville, quand même, prend contact, le service logement de la ville, de façon à ce que si on n'a pas de résidence, mais que les personnes âgées obtiennent ces fameux logements rez-de-chaussée des immeubles afin de leur éviter d'avoir à monter des escaliers, que quand même elles soient quand même en milieu plus sécurisé. D'accord. Voilà. Donc une politique et une action donc qui concerne les foyers qui rentrent dans l'âge, qui vieillissent, auprès donc des bailleurs pour leur permettre d'avoir accès à des logements adaptés à leur vieillissement. Voilà, et je pense que monsieur Mounouchi pourra en parler, même de l'équipement intérieur, parce que de plus en plus les salles de bain sont faites de différentes sont plus accessibles, sont adaptées pour les personnes de cet âge. Moi, je vois même chez moi, je suis obligée d'enlever la baignoire d'ailleurs. C'est vrai. Voilà. Et puis il y a un risque de chute aussi. Voilà, c'est ça. Il faut déjà accéder et puis on peut... Donc c'est effectivement on le voit et on en parle inlassablement dans Mahogany, ce vieillissement doit faire l'objet d'attention à plusieurs niveaux et nous allons en discuter avec monsieur Mounouchi, donc directeur de la CIMAR, directeur général de la CIMAR, l'un des 4 bailleurs sociaux de la Martinique. Disons 3 bailleurs sociaux historiques, mais c'est vrai qu'il y a 2 nouveaux venus donc, qui viennent de la Guadeloupe, qui sont des sociétés qui cherchent à s'implanter en Martinique et à développer l'offre de logement, mais enfin l'essentiel du parc social est détenu quasiment à quantité égale, c'est environ entre 9 000 et 10 000 logements par les 3 bailleurs sociaux historiques qui sont dans l'ordre historique, donc la Société immobilière de la Martinique, la CIMAR, la société d'HLM Ozanam et la société martiniquaise d'HLM, plus connue sous le nom le sigle de la SMHLM. Très bien. 3 bailleurs historiques qui ont donc des défis à relever en termes de vieillissement, à la fois de la population générale, mais de leur offre de logement nouvelle, mais également au vieillissement de leurs propres locataires. Alors, nous avons, malheureusement, nous n'avons pas pu nous rendre pour des raisons techniques sur le terrain en Martinique, mais nous avons relevé un reportage qui se déroule dans la ville de Paris, et qui nous parle de l'adaptation donc d'un certain nombre de logements au vieillissement de la population, puisque c'est un vieillissement qui est très général. Nous nous retrouvons ensuite. Nous sommes dans le Marais, au cœur du Paris historique. Dans cet immeuble, l'un des logements seniors du 3e arrondissement, un studio de 36 mètres carrés occupé par Madame Nadani depuis 4 mois. Loyer mensuel, 320 €. J'avais un appartement immense qui n'était plus adéquat pour moi, pour rien. Il y avait de très gros travaux à faire. Et bon, ma retraite, vous savez, les retraites, quand on n'est pas grand directeur de grande société, ça va pas chercher bien loin.
Ici, tout a été fait pour lui faciliter la vie. Des rampes dans les couloirs, un interphone et un ascenseur qui parlent. À l'intérieur de son appartement, une douche à même le sol, sans rebord, pensée par une ergothérapeute. Je peux pas faire autrement. Non mais si j'en mets, moi je vais en installer une. Si je l'installe là, vous pensez où? Pour vous là, ça serait bien? Oui. Attention. Dans ce studio, les travaux d'aménagement ont déjà coûté plus de 4 500 € aux bailleurs sociaux et des améliorations peuvent encore être apportées. Cette femme de 70 ans a le droit à 8 heures de petits travaux gratuits par an. Moi, il me faut tout à hauteur. Je veux pas si mal dans le dos. Je veux pas aller crapahuter à 10 km. Mais Wari est bien plus qu'un simple ouvrier. Le fait qu'ils ne bougent pas, ils trouvent des gens qui travaillent chez eux, comme leurs enfants, avec bon cœur et tout, c'est le principal. Madame Nadani n'est pas un cas isolé. 16% des habitants du 3e arrondissement ont plus de 60 ans. Ça représente environ 5600 personnes âgées. On en est à 50 demandes. Ça vous donne une idée du besoin. Des besoins loin d'être satisfaits. D'ici 3 ans, seuls 15 logements de ce type auront vu le jour dans ce quartier. Donc on le voit, hein, bon, ce sont sont concentrés les problèmes, hein, les caractéristiques de cette population vieillissante, donc perte d'autonomie, besoin de sécuriser l'environnement pour éviter les chutes. Qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves, hein, voire fatales. Pouvoir atteindre les objets à l'intérieur des locaux, hein, de l'appartement. Alors, Monsieur Mounouchi, la CIMAR, à l'instar, hein, d'autres bailleurs sociaux, je crois que c'est la SMHLM qui avait initié il y a quelques années déjà un type de résidence particulier à destination donc d'un public de seniors, hein, on englobe dans seniors des personnes âgées de plus de 55, 60 ans. Donc vous, à la CIMAR, vous avez effectivement initié une politique de construction et de lancement de programmes destinés à ces populations. Alors, à partir de quelle réflexion vous a conduit à mettre en place ce type de programme? Bien, ce qui est au cœur d'ailleurs de votre sujet, le vieillissement de la population en Martinique dans des proportions importantes avec l'allongement de la durée de vie et puis également aussi la stabilité du peuplement dans nos résidences, hein. Donc il y a donc ce double phénomène qui nous a amené dans notre mission d'intérêt général à la fois rechercher à adapter les logements occupés par nos locataires donc au coup par coup, comme il a été vu dans le reportage, donc de les adapter à leur perte d'autonomie, hein, donc progressive, et puis également à développer une offre de logements spécifiques, hein, de logements neufs, que nous appelons justement résidences seniors, hein, et vers où nos résidents donc âgés ou alors effectivement des populations âgées qui veulent rentrer en logement social, parce que le vieillissement c'est à la fois une relative perte d'autonomie, mais c'est aussi une diminution assez sensible des revenus. Tout à fait. Donc alors, vous avez un programme qui existe depuis deux ans. Donc c'est la résidence La Digue à Petit-Bourg, Rivière-Salée. Donc qui a été inaugurée à la fin de l'année dernière, si je voilà, il y a quelques mois, mais qui a été livrée il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Donc vous avez, je pense, le recul nécessaire, hein, pour voir quelles ont été les améliorations, s'il existe encore des améliorations à faire, et puisque vous avez lancé un nouveau programme, je crois, de résidence senior. C'est exact. Donc nous avons à la fois à la demande des maires, des municipalités, mais également parce que nous avons bien identifié cette offre spécifique de logement pour les personnes âgées non dépendantes, hein, donc on va y revenir. Eh bien, nous avons 4 ou 5 programmes supplémentaires qui sont en cours de réalisation ou en projet pour une offre globale de 250 logements. Nous avons donc en sus de la résidence Les Digues, donc à Petit-Bourg, Rivière-Salée, donc déjà livrée, une résidence de 46 logements
seniors à Belle-Étoile à Saint-Joseph, voilà, donc à l'entrée du bourg. Nous avons également un autre projet donc de 66 logements au Marin qui devrait démarrer d'ici quelques mois. Et puis nous avons un autre projet au bourg de Rivière-Salée, une petite résidence de 12 à 15 logements. Et puis nous sommes en discussion avec la municipalité, avec la ville du François, pour la réalisation de 2 petites résidences seniors d'une dizaine, quinzaine de logements donc chacune. Donc voilà, donc le tout pour une offre pour l'instant de 250 logements, mais c'est vrai que probablement nous aurons d'autres projets et nos confrères également donc aussi, parce que c'est un vrai besoin comme nous l'avons déjà dit. Alors, ces résidences sont une demande, alors bon, ça part d'une constatation, mais est-ce que spécifiquement, il y a une demande particulière des communes, par exemple? C'est exact. Hein? Oui. Donc, les maires, comme Madame Lebeau le disait tout à l'heure, sont extrêmement sensibilisés. N'oubliez pas, c'est l'occasion de revenir sur les fondamentaux de notre société donc martiniquaise, hein, et les problèmes donc, de mal-développement que nous connaissons, que tous les maires nous disent que 9 personnes sur 10 qu'ils reçoivent, 9 administrés sur 10, viennent uniquement pour 2 sujets. Ou pour trouver un emploi, parce qu'ils sont chômeurs, ou pour une question de logement. Donc la question, effectivement, du logement reste donc essentielle en Martinique, et c'est vrai qu'il comporte des aspects particuliers pour les personnes donc retraitées. Madame Lebeau le disait tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont vécu, qui ont eu les moyens de vivre hors logement social, hein, même dans leur maison, dans leur appartement, et qui souhaitent, parce qu'elles se retrouvent seules, les enfants sont partis, ou bien par veuvage, ou bien simplement parce que les forces commencent un petit peu à manquer, et bien qui souhaitent effectivement rentrer en appartement, avec donc des revenus qui ont baissé parfois de moitié. Et quand on sait que 6 personnes sur 10 qui entrent en logement social vivent de minima sociaux, hein, 60%. Donc évidemment la situation donc, impacte beaucoup également la population, donc de la population vieillissante. Très bien. Alors est-ce que ces programmes sont destinés à des nouveaux locataires, ou est-ce que vous avez des mutations de locataires qui résidaient déjà dans les résidences de la... Voilà, nous avons les 2 cas, hein. C'est tout à fait cela. L'expérience de notre première résidence, donc les digues à Petit-Bourg-Rivière-Salée, donc c'est 109 logements, cette opération effectivement donc importante, hein, qui se remplit voilà, donc progressivement, puisque le critère de l'âge est un critère discriminant. Hein. En fait, l'entrée dans ces logements, de ces résidences seniors, les critères sont les mêmes que ceux donc pour entrer dans le logement social de façon classique, notamment le premier critère, effectivement, le revenu. Dès que l'entrée dans ces logements est réservée aux personnes ne dépassant pas un certain plafond de revenus, mais qui est fixé donc, par la loi. Et en plus, il y a le critère de l'âge. Donc, c'est 60 ans. Parfois, on a des dérogations à partir de 55 ans. Et ce à quoi nous veillons, c'est à préserver des caractéristiques de climat de tranquillité pour ces résidences. Hein. C'est un besoin également, effectivement, voilà, de tranquillité, de sérénité. C'est un besoin qu'on ressent effectivement. Tout à fait. Et donc nous avons à la fois des nouveaux entrants, hein, comme qui n'avaient pas vécu le logement social, en tout cas donc auparavant, forcément. Oui, dans leur vie. Et puis il y a effectivement des mutations, des locataires de notre parc, ou parfois effectivement venant d'autres confrères, et qui sont intéressés par l'emplacement, par le type de produit. Et cela fait une homogénéité au niveau du profil des résidents, parce que d'abord, il faut bien distinguer les résidences seniors que nous construisons, il faut bien les distinguer des EHPAD
Oui, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ça veut dire effectivement qui ont besoin d'une assistance médicale. Les résidences seniors que nous construisons, ce sont des logements sociaux, comme les autres, si vous voulez, simplement qui bénéficient d'adaptation, comme il a été vu dans le reportage. Nous avons des rampes d'accès, même si nous avons effectivement qu'un étage, que deux ou trois niveaux, même si la réglementation ne l'impose pas, mais systématiquement, nous prévoyons un ascenseur. Nous avons des salles de bain qui sont adaptées. Nous prévoyons également des locaux d'activité pour l'installation de professions paramédicales, par exemple, ou de services, mais qui sont réalisés par des prestataires libéraux. Nous-mêmes ne fournissons pas ces prestations. Donc, c'est du logement social adapté à l'entrée en âge, on peut dire ça, sur la résidence senior. Absolument. Mais de côté, il ne faudrait pas non plus trop isoler les seniors. Et dans ces logements sociaux, on peut quand même avoir des gens plus jeunes. Ne pas mettre que des seniors. Écoutez-moi, ce n'est pas, disons, l'orientation que l'on a choisie aujourd'hui. Parce que, il faut le dire, ces résidences seniors ne sont pas réglementées strictement par des textes. Hein. C'est un choix, c'est une orientation, une adaptation des dispositifs, notamment du financement du logement social, que nous dirigeons vers ce segment de clientèle. Mais ce n'est pas codifié, mais nous avons choisi l'orientation de ne pas mélanger les populations. Ça peut avoir du bon, c'est vrai, mais l'expérience que nous avons entamée vise justement à une certaine homogénéité, de manière justement à préserver aussi, je le disais effectivement, la tranquillité des lieux. Lorsque l'on entre en âge, on n'est plus attaché sensible effectivement à être à l'abri du bruit, etc. C'est vrai que lorsqu'on est plus jeune, c'est vrai. On a besoin d'animation et de bruit. Sans stigmatiser, je dirais effectivement les populations plus jeunes, mais il peut y avoir effectivement, ça peut être une source de nuisance ou de difficulté. On imagine que vu l'expérience que vous avez, vous entendez également les observations des personnes qui rentrent en âge et qui peuvent être gênées par... tout à fait, et c'est vraiment une préoccupation très importante pour elles. Et notamment cette première résidence, les digues à Rivière-Salée, qui est à la campagne, rencontre un succès auprès des gens qui y sont et qui la découvrent. Et son cachet, c'est justement la tranquillité. La tranquillité, parce qu'en général, les personnes qui n'ont plus d'enfants à charge, les enfants sont grands, donc elles se retrouvent seules, effectivement, ou en couple. Les logements sont généralement de type F2 ou F3, c'est-à-dire effectivement une chambre ou deux chambres, parce qu'il peut y avoir des enfants qui viennent visiter des parents ou qui rentrent des petits-enfants, ou des petits-enfants. Et effectivement, donc des logements plus petits. Non, avec moins de pièces. Non, je vous dis, c'est F2, F2, dépend de ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut payer aussi. Voilà. Ce qui permet aussi de se dégager des travaux d'entretien. Enfin bon, on sait que l'entretien d'un appartement, d'un logement, quand on avance en âge, c'est de plus en plus difficile. Donc, mais ce sont des personnes valides, je le répète. Ce sont des personnes valides qui simplement recherchent un peu plus de tranquillité. C'est vraiment la tranquillité et vraiment un impact fort. C'est pourquoi on entend bien sur un plan, la mixité, sur un plan conceptuel, la mixité en génération. Mais entre, je dirais, la théorie et puis la pratique, il y a, le choc des réalités. Nous avons des locataires que nous accueillons au DIG qui quittent d'autres résidences, justement en disant il y avait du bruit, etc. Et là, effectivement, j'entends le chant des oiseaux, je suis content. Voilà. Alors, même si ces personnes se retrouvent entre personnes, je dirais, de la même génération et du même âge, mais elles développent des relations de proximité et surtout, elles recherchent ce qui devient aujourd'hui une denrée un peu rare, je le répète effectivement, donc la tranquillité et le calme. Mais il faudrait bien quand même qu'on arrive quand même à vivre ensemble.
faudra bien quand même qu'on adapte, qu'on fasse attention à cette communauté intergénérationnelle. C'est-à-dire que quand même les anciens apportent quelque chose aux jeunes. Oui. Et il faut quand même qu'on arrive petit à petit, parce que c'est vrai qu'on est à un stade maintenant. Il faut que cette jeunesse arrive quand même à s'adapter aussi aux personnes. Mais il y a d'autres lieux de rencontre, hein. C'est-à-dire que bon, le logement peut-être un petit leur apprendre aussi à vivre. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est obligé de faire du bruit. Enfin, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est obligé de manquer de respect. Non, mais il y a une réalité. Je vous le dis, il y a une réalité à laquelle. Alors, il ne s'agit pas d'avoir un débat là. Non, je vous ai parlé de cet exemple de la résidence Les Digues, mais nous avons les autres projets que nous développons sont des projets de centre-bourg. Hein. Et nous avons d'ailleurs des projets comme à Belle Étoile où la résidence senior qui est en cours de réalisation se situe juxte une résidence de logements sociaux classiques. Donc l'intergénération peut se faire également, je dirais par proximité, pas forcément dans la même résidence, mais je crois effectivement qu'il convient de prendre en compte différentes demandes et différentes aspirations. Il peut y avoir l'aspiration du calme à la campagne, et puis il peut également y avoir l'intérêt d'être à proximité, au bout, à proximité de services, où on peut y aller, on peut se déplacer effectivement donc à pied, d'avoir les commerces, etc. Je dirais donc à proximité. Et l'important, c'est d'avoir une offre diversifiée, mais qui préserve ce qui est important pour les personnes âgées. C'est effectivement quand même une certaine demande de tranquillité. Parce que le bruit aujourd'hui, il faut le dire, dans l'habitat collectif, c'est vrai que le vivre ensemble, et c'est un défi quotidien. Hein, et notamment les résidences classiques, c'est vrai que la préservation de la tranquillité des résidents est un vrai défi pour les bailleurs sociaux. Très bien. Mais je reviens que moi j'ai vu des résidences de seniors en France où on arrive même à mettre une crèche là-dedans. Alors oui, qui fait que la personne âgée, parce que des fois la personne âgée a besoin aussi que son cerveau travaille, parce qu'en restant seul aussi dans sa propre, même dans sa résidence comme vous senior, même dans la résidence senior dont on parle, mais elle est quand même toujours seule. Alors que finalement, je voyais là-bas, on permettait, ces grands-mères là, elles allaient raconter des histoires, chanter des petites chansons. Mais alors c'est une possibilité, mais je crois que bon, ça rafraîchit, ça met une certaine fraîcheur. Alors, déjà dans les seniors, c'est vrai que quand on parle, c'est un public de seniors valides, mais il y a quand même toute une gamme d'âge, hein, c'est-à-dire qu'entre 60 ans et 75, 80 ans, c'est déjà des générations qui sont un petit peu différentes, même si on les classe dans le même qualificatif de seniors. Donc il y a aussi un échange à ce niveau-là, et je pense que de plus en plus il y a des groupes d'animation, des rencontres intergénérationnelles qui peuvent pallier au fait que le soir, on est dans un environnement plus tranquille avec des personnes, effectivement, qui rentrent dans le même groupe. En tout cas, l'expérience que nous avons sur nos premières résidences, c'est que nous faisons ces résidences, comme toutes nos résidences d'ailleurs, en étroite coopération avec les municipalités et donc les maires. Et la municipalité de Rivière-Salée, eh bien, elle porte une attention particulière au climat, à l'ambiance et à l'animation. Et donc, il y a des activités par les offices donc de la culture qui sont faites en direction à des actions qui sont faites spécifiquement d'animation, de propositions d'animation qui sont faites donc à nos résidents. Et puis, on constate également à l'expérience que le fait de mettre ensemble une communauté, je dirais, d'âge, eh bien, ça facilite les contacts. Parce que l'environnement étant plus apaisé. Donc il y a une nouvelle vie sociale qui se reconstitue entre personnes vivant dans un environnement plus apaisé et qui cherchent à préserver. Ça, c'est très, 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 très important. Et souvent qui ont vécu donc ce type de lien et de relation un peu plus jeunes dans leur enfance, dans leur adolescence, dans leur vie de jeune adulte, qui s'est dégradé. Hein, ce type de relations se sont dégradées au fur et à mesure, et donc reconstituer effectivement sans doute une communauté. Donc pour résumer ce qui a été dit, donc des nouveaux locataires, des nouveaux arrivants qui
ne remplissaient pas forcément, lorsqu'ils étaient actifs, des conditions, notamment en termes de revenus, et qui peuvent rentrer désormais avec des revenus diminués, avec la retraite, donc dans le cadre dans les critères exigés pour l'obtention d'un logement social. Donc effectivement, les gens qui sont intéressés peuvent faire des demandes auprès des bailleurs, des différents bailleurs sociaux. Alors, excusez-moi, et quand ils rentrent dans les logements, là, les relogements que vous allez faire, il y a quand même une caution et tout à verser? Oui, ce sont les mêmes critères. Les mêmes critères. Il y a un dépôt de garantie qui correspond à un mois de loyer. Il y a, et puis donc, le loyer qui est le même. Et puis il y a aussi le système d'aide, donc d'allocation logement, qui selon effectivement le profil du locataire peut lui permettre d'obtenir auprès de la caisse d'allocation familiale une aide qui prend en charge une partie du loyer. Donc c'est les conditions et les critères de base classiques pour nous, avec donc un critère supplémentaire. Donc au niveau, alors ça c'est pour soit les gens qui demandent des mutations, soit des nouveaux arrivants. Vous avez quand même, j'imagine, puisque vous avez dans votre parc des résidences, je pense à Dillon par exemple, qui datent de nombreuses années, où effectivement des gens, vous avez parlé de la stabilité de la population, des gens qui sont rentrés alors qu'ils étaient jeunes ou en tout cas en activité et qui atteignent des âges assez avancés. Donc là, est-ce que vous avez une réflexion particulière pour ceux qui restent dans ces logements, donc souvent grands parce qu'à l'époque ils avaient des enfants, une famille. Donc, est-ce que vous avez mené ou est-ce que vous menez une réflexion sur ces logements-là qui existent déjà, mais qui doivent être adaptés? Alors, nous faisons les deux. Nous menons une réflexion un peu stratégique pour définir une politique un peu systématique d'adaptation des conditions de logement, soit du logement ou soit en déplaçant le locataire au sein de la résidence qu'il occupe. Et puis également, nous agissons parce que nous sommes déjà confrontés depuis plusieurs années justement à ce vieillissement qui accompagne cette relative stabilité de nos locataires dans leur logement, puisque en moyenne, les bailleurs sociaux en Martinique n'ont que 5% de rotation par an, ce qui veut dire qu'effectivement que le locataire reste longtemps. Ce qui est un signe quand même de qualité du logement social en Martinique, parce que s'ils n'étaient pas bien logés, ils chercheraient à partir. Devant donc ce phénomène de vieillissement de notre population donc de résidents, eh bien, nous avons déjà entamé une politique au coup par coup d'adaptation du logement. En modifiant la salle de bain, en mettant des poignées, notamment dans le logement, ou alors lorsque les revenus ayant baissé, ou alors ou combinés à des difficultés justement pour monter les escaliers, pour accéder aux étages, eh bien lorsque cela est possible, cela n'est pas toujours possible parce que justement il faut qu'il y ait des logements qui se libèrent, eh bien nous faisons descendre les locataires de quelques étages, au rez-de-chaussée, au premier étage. Et puis, si le locataire le souhaite, peut-être parce que ses revenus ayant baissé, souhaite un loyer un peu plus faible, plus adapté à ses ressources, eh bien, nous pouvons également, lorsque cela est possible, faire une mutation interne, donc changer de logement, mais en offrant un logement plus petit, et plus adapté effectivement à la taille de la famille qui s'est réduite, soit un couple ou soit une personne seule, quoi. Voilà. Donc nous sommes très très sensibilisés donc à cette, et c'est un enjeu qui est devant nous parce qu'il va concerner une fraction plus importante de notre population, de résidents. Alors ces adaptations des logements, de l'existant, est-ce qu'ils se font sur la demande des locataires? Comment vous recensez où il faut qu'il y ait une action bien sûr, de la personne, une demande? Mais nous sommes proches de nos locataires puisque à la CIMAR, nous avons une organisation de proximité qui fait que nous avons par zone
nous avons des antennes, nous avons donc des représentants, des agents de la CIMAR et des concierges, et des concierges qui sont présents au sein des quartiers, donc qui ont des contacts quasi quotidiens avec les locataires, en tout cas qui sont accessibles. Nous avons 7 antennes de proximité réparties sur l'ensemble de la Martinique. Donc nous avons une organisation décentralisée qui fait que les locataires peuvent exprimer leurs souhaits, ou nous pouvons détecter des difficultés, ou nous pouvons avoir des signalements également aussi par la famille. Et donc, dans la mesure du possible, parce que nous n'avons pas toujours une réponse, je dirais, immédiate, mais nous enregistrons, nous suivons, et dès qu'il y a une possibilité, un logement qui se libère en rez-de-chaussée ou à un étage moins élevé, nous faisons effectivement cette mutation. Ou alors, lorsque le locataire ne souhaite pas changer de logement, nous faisons donc ces travaux d'adaptation que je vous indiquais sans en fait modifier le loyer. Nous prenons cela effectivement à notre charge. Alors justement, financièrement, ça doit commencer à représenter un coût. Comment on connaît les tensions qui existent en termes de coûts et de financement. Comment comptez-vous absorber ces suppléments de coûts, en fait, d'adaptation des logements? Bon, les adaptations que nous faisons dans les logements existants, ne reviennent pas effectivement si cher que cela. Et donc, c'est un effort que nous consentons sur nos fonds propres. Je ne crois pas pour l'instant qu'il existe de dispositifs financiers publics pour aider à ces adaptations, mais ce ne sont pas des sommes très importantes. Pour ce qui concerne les résidences seniors, donc des logements effectivement adaptés, dans le cadre du dispositif actuel de financement du logement social, de la subvention d'État que l'on nomme LBU, la budgétaire unique, plus effectivement des dispositifs ponctuels d'aide pour le logement social que développe le département, la région, voire les communes. Nous arrivons donc à financer nos résidences. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait un coût supplémentaire vraiment et que ce soit un besoin de financement effectivement très important. Peut-être effectivement que si pour développer une politique peut-être plus importante, peut-être effectivement ne serait-ce que pour baisser les loyers encore de manière plus importante que les loyers d'équilibre de logements sociaux aujourd'hui, si effectivement avec la diminution des revenus des personnes âgées, des retraités, il s'avérait qu'il fallait faire un effort, probablement que là, il faudrait mettre en place un dispositif supplémentaire destiné au logement ou à l'adaptation des logements, à la construction de logements pour les personnes âgées. Mais pour l'instant, disons, les dispositifs actuels permettent de financer ces opérations. Mais est-ce que les logements, justement, je prends Dillon par exemple, où c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là depuis des 40 années, ans, en dehors des grandes tours où il y a quand même un ascenseur, là où il y a les fonctionnaires qui habitent. Mais dans les autres, peut-être que vous serez appelé à peut-être mettre un ascenseur à un moment donné. Si ces personnes qui sont là vieillissent et qu'on n'arrive pas à les loger. Alors, la conception de ces bâtiments dans les années 60 n'avait pas prévu l'installation d'ascenseurs. Les normes n'étaient pas effectivement les mêmes. Et il y a un attachement très fort des locataires à leur logement. Même, nous avons des locataires qui se retrouvent seuls dans un appartement qui a 3 voire 4 chambres et qui, dont le loyer demeure modeste puisque ce sont des contrats anciens, mais qui sont attachés à leur logement et donc veulent y rester. Et voilà, donc tant qu'ils n'ont pas de problème, je dirais, pour y accéder, ça va. Mais donc ces locataires-là, lorsqu'ils ont des problèmes effectivement de mobilité dans ces logements-là, ce sont les solutions, soit de mutation, ou alors justement, c'est pourquoi aussi nous développons cette offre de résidence senior au fil du temps, dans les années à venir, qui permettront d'offrir une alternative pour le logement
donc de ces résidents qui se retrouveraient peut-être au 3e ou 4e étage. Ah oui, parce qu'il y en a qui sont... Bah oui, bah dans le cadre effectivement des résidences seniors, sur plusieurs niveaux, il y a ces ascenseurs qui permettent d'effacer dans les nouveaux programmes. Alors pour me faire un petit peu l'avocate de Madame Lebon, c'est vrai que si on pense plus aux seniors, est-ce que ça veut dire qu'on pensera moins aux plus jeunes? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous avons une vocation qui est un honneur pour nous, qui travaillons dans ce secteur. Nous sommes au service de nos concitoyens. Nous mettons en œuvre une politique publique qui est prioritaire pour les autorités, pour l'État, pour les collectivités donc locales, ce qui est de loger dans des conditions décentes et de confort nos concitoyens à revenus modestes. C'est vraiment une tâche extrêmement gratifiante et importante. Donc nous allons continuer à la mener. Au contraire, nous diversifions notre gamme d'activités par la prise en compte des besoins de clientèle spécifique. Nous parlons, bien sûr, le gros de notre activité reste le logement social classique, je dirais, pour les populations, je dirais, de tous âges. Mais nous prenons en compte donc le vieillissement des populations par les résidences spécifiques ou par l'adaptation, mais également certains de nos confrères sont déjà engagés dans des logements pour les étudiants, par exemple. Et donc, les bailleurs sociaux, disons, ont vocation à intervenir pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Voilà. Donc on ne va pas déshabiller Paul pour habiller Pierre et vice-versa. Pas du tout, et les politiques publiques réaffirment la priorité. Vous savez que le logement pour l'État a été réaffirmé par le gouvernement actuel et par le précédent comme vraiment une cause nationale. Il y a des moyens qui sont mobilisés, financiers notamment, et autres, pour pouvoir augmenter et relancer la production de logements au niveau national et continuer l'effort en Outre-mer. Notamment, il y a ce débat sur la défiscalisation, le maintien de la défiscalisation. Et pour le logement social, en tout cas, l'État s'est engagé, quel que soit le dispositif, mais en tout cas à maintenir son effort financier en direction du logement social en Outre-mer. Alors, Madame Lebeau, est-ce que ces résidences seniors, on sent bien que le souci de l'intergénération est présent chez vous. Est-ce qu'on peut envisager ce type de résidence particulière sur le territoire de la ville de Fort-de-France? C'est pour ça que je vous dis qu'on est en train de regarder ce que notre foncier, quel est le foncier qu'on a, parce que Fort-de-France... effectivement, c'est une contrainte. Voilà, c'est ça, parce que pour pouvoir le faire, il faut qu'on ait... donc on est en train de recenser pour voir le foncier qu'on a qui nous permette de construire quand même. Mais tout ça, ça a un coût aussi. Ou bien qu'on se mette aussi ça en tête, effectivement. Et oui, parce que bon, si on veut, c'est pas dans les villes se mobilisent là-dessus. Bon, on a des projets là-dessus, mais normalement, c'est pas dans leurs compétences. Oui, mais... pas dans leurs compétences. Non, pas le construire. Il y a les bailleurs sociaux, effectivement, qui sont là pour cela, mais il est de la compétence, bien sûr, et naturelle des villes et des communes que de répondre aux besoins, des besoins de la population. Et notamment d'accompagner ou de stimuler, en tout cas, une production de logements sociaux ou spécifiques pour les personnes âgées. En tout cas, en ce qui concerne Fort-de-France spécifiquement, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a un enjeu de rénovation urbaine à Fort-de-France et de reconquête du centre-ville. Et je crois, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler aux maires et aux autorités municipales, que les résidences seniors, en tout cas l'habitat social destiné aux personnes entrant en âge, on peut dire cela, évidemment, est un axe qui est extrêmement intéressant pour justement relancer et accélérer et développer cette reconquête du centre-ville. Parce que justement, Fort-de-France, qui est la capitale, la ville capitale, concentre
un grand nombre de services, donc d'activités. Il y a un grand effort aujourd'hui qui est fait effectivement par la ville avec l'aide de l'État dans le cadre d'une politique publique, notamment avec le programme En Rue, hein, pour pouvoir rénover effectivement Fort-de-France, améliorer les espaces publics. Et là maintenant, il y a aussi effectivement une offre de logement à stimuler pour repeupler Fort-de-France, qui, comme on le sait, a perdu des habitants. Et c'est vrai que les résidences pour personnes entrant en âge, donc valides, hein, donc des résidences seniors, serait un axe, à mon avis, extrêmement intéressant pour accélérer la reconquête des villes. Mais effectivement, il faut trouver les fonciers. Il faut effectivement que ces fonciers soient proposés à des prix raisonnables et compatibles avec les financements du logement social et les loyers de sortie, il ne faut pas l'oublier. Donc cela demande un effort à chacun des intervenants, hein, que le foncier appartienne à la ville ou qu'il appartienne à des privés, il faut qu'on puisse le négocier à des prix, parce que les bailleurs sociaux, contrairement à ce qu'on voit, ne sont pas effectivement des poules aux œufs d'or, hein. Donc ce sont les loyers, hein, qui sont nos revenus et qui permettent effectivement de financer donc l'activité. Et donc cela nécessite des efforts de la part de tous les intervenants, je le répète. Et donc nous sommes à disposition en tout cas des municipalités, en particulier la ville de Fort-de-France, pour développer une offre de logement pour les personnes entrant en âge. Très bien. Âge, et même pour repeupler Fort-de-France dont on parlait, c'est vrai que moi je suis entièrement d'accord avec ce que M. Mounouchi dit. Il y a beaucoup de maisons dans Fort-de-France même qui méritent d'être restaurées. Alors en dessous, il y a des magasins, mais à l'étage, on pourrait mettre ce qui permet de louer même à des étudiants, hein, en dehors des personnes âgées, à des étudiants, mais il faut que chaque maison ait quand même 2 personnes qui habitent dedans. Au lieu d'avoir des maisons fermées, ou alors ça sert de squat, de stockage. De stockage. Alors ça, c'est un des gros défis, hein, qui accompagne l'action de l'équipe municipale. Nous avons quand même un maire qui est dans la continuité de ce que Serge Letchimy avait déjà fait. Initié, et donc effectivement, projet. Bon, j'espère que... Il est très sensible, je sais, à cette question des personnes absolument, âgées. Et Aimé Césaire l'était déjà également. Ah oui. Écoutez, j'espère que cette rencontre portera des fruits prochainement et alimentera en tout cas votre réflexion. Et surtout que nous, on continue notre plan d'action, puisque finalement, là maintenant, on repart encore, maintenant, compte tenu de tout ce qu'on a recensé, pour que on puisse partir et puis voir vraiment... satisfaire nos personnes âgées, parce que finalement nos personnes âgées, ce sont encore les plus fidèles. Tout à fait. Et vous en aurez de plus en plus. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Donc, il s'agissait, chers téléspectateurs, de vous exposer à notre mode d'hébergement pour les personnes qui rentrent en âge. C'est une jolie formule. S'affichent à l'écran les coordonnées alors du CCAS de Fort-de-France, pour les personnes qui souhaitent avoir des informations ou des renseignements. Et également les coordonnées de la CIMAR. Alors, pour les personnes qui souhaitent nouvellement, qui remplissent les conditions d'âge et de revenus, souhaitent candidater à l'obtention d'un logement. Alors, juste une dernière question. Cette première résidence des digues est pleine? Est-ce qu'il y a encore quelques places. Il y a encore quelques places et nous pouvons accueillir donc des candidats au logement venant de toute la Martinique, et donc il n'y a pas d'origine géographique particulière. Donc les demandeurs de logement peuvent s'adresser aux antennes de la CIMAR, qui sont, il y en a 2 à Fort-de-France, l'une à Floréal, l'autre à Dillon. Il y en a également une à Trinité, nous avons une donc au Marin, et nous avons également une à Ducos, et puis la dernière que nous venons d'ouvrir à Bellefontaine, et puis au siège de la CIMAR, mais également
demandeurs de logement peuvent s'adresser à leur mairie et qui sont toutes en contact avec nous. Avec les bailleurs pour... Voilà. Donc effectivement, il reste des places à celles de... Ah oui, il y en a encore quelques-unes. Voilà. Bon, comme nous passons souvent ce message, on prévient, on prépare sa vieillesse. Donc même si on n'a pas encore l'âge requis pour intégrer ce type de résidence, ça vient vite. Ça vient beaucoup plus vite qu'on le pense. Donc je vous remercie, merci encore. Nous nous retrouvons quant à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau numéro de Mahogany. À très bientôt. Merci.